Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le JDF, le journal du fight, épisode 4. J'ai le plaisir de présenter ce podcast avec Guillaume Pelletier, le manager de la Bulgarian Top Team. Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi. Bonsoir ou bonjour à tous les gars qui vont regarder la vidéo. Continuez, ça fait plaisir de vous avoir à chaque fois qu'on fait un JDF. Et voilà les gars, comme j'ai dit, tout le plaisir est pour moi et on y va. C'est parti pour un nouveau JDF. Eh ben écoute Guillaume, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé sur ce podcast depuis l'UFC Paris. Donc, je voudrais faire un petit retour sur cet événement historique en France, avec en plus la victoire d'un de tes combattants, Benoît Saint-Denis. Magnifique victoire qui en plus prend le bonus. Toi, qu'est-ce que tu as pensé dans l'ensemble de l'événement déjà? Alors déjà, ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est qu'on a eu le plaisir de se rencontrer, de se voir enfin à l'UFC Paris et ça c'était cool, toi et moi. Donc voilà, ça c'était très bien et d'ailleurs je te remercie pour le resto. Ensuite, quant à l'événement, l'événement c'était absolument exceptionnel. En toute franchise, je savais que ce serait beau, que ce serait grand, mais le public, il a été absolument incroyable. Moi-même, au moment de l'entrée de Benoît, j'ai eu les frissons. C'était exceptionnel. C'était la première fois que je voyais autant d'engouement et c'en était sincèrement très impressionnant. Ensuite, ouais, voilà, bah, comme tu l'as dit, Benoît prend le bonus, Benoît fait le show, fait le spectacle, met KO et fait le travail. Et voilà, ça ne pouvait pas mieux se passer pour nous. Moi, la team Morin, donc Daniel, Chris et Benoît. C'était une soirée rêvée. Vous vous attendiez à un tel engouement? En plus, comme tu l'as dit, à l'entrée de Benoît, vraiment, ça a été le premier Français à combattre sur la carte. Est-ce que au Ouais. niveau de l'entrée, c'était comment? Quelle sensation vous avez eue? Comme je te l'ai dit, hein, moi je m'attendais à ce que ce soit beau, tu vois, que ce soit une belle soirée, mais à autant d'engouement, pas du tout. Sincèrement, c'était de la folie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Même avant que Benoît fasse son entrée, en fait, dès lors que sa musique a commencé, mais c'était impressionnant. Avec Daniel, on s'est regardé dans le couloir, on s'est dit, mais il y a combien de personnes ce soir? C'était incroyable. C'était un moment absolument incroyable. Et qu'est-ce que tu as pensé des autres performances? On va évoquer, il y avait Fares Ziam qui a fait un bon combat aussi, Nassourdine Imavov et Cyril Gane. Toi, c'est lequel le combat qui t'a le plus marqué dans la soirée? Bah, en fait, pour la première fois, on voit Cyril Gane qui prend un knockdown. Donc ça, c'était très intéressant à voir sa réaction, à comment il allait absorber et revenir après un down. Donc on a pu constater qu'il avait un menton et surtout qu'il avait un mental. Donc c'était un joli combat. Maintenant, malgré tout, le combat qui m'a le plus marqué, c'est celui de Nassourdine. Ça a été vachement vendu auparavant et ce qu'on a vu dans la cage était à la hauteur de tout ce qui a été de la promotion qu'il y a eu avant parce que le combat était beau, était joli à regarder, c'était plein de tensions, etc. Donc non, c'était vraiment top. Après, tous les combats en fait nous ont apporté leur dose d'émotion. Mhm. On a William Gomis Ouais, notamment j'ai oublié. qui a deux doigts de se faire soumettre juste avant De ouf. le coup de sifflet final. On a Fares qui, j'ai envie de dire, a enfin retrouvé son striking, qui enfin a montré des choses. Ça faisait très longtemps et ça fait plaisir de le revoir s'exprimer en pied-point. Ça, comme j'ai dit, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi à l'aise, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, encore une fois, Benoît qui a fait du Benoît, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a un peu des infos pour Benoît pour la suite? Pour l'instant, quelles sont la suite pour Benoît? Eh ben là, j'y bosse. Pour tout te dire, j'y bosse. Je suis en contact avec le matchmaker. On a discuté encore hier soir. C'est en discussion à l'heure actuelle. On est en train d'en parler, d'y travailler doucement et tranquillement. Super. On va clôturer l'UFC Paris. Une affaire, une polémique. On va passer sur un dossier polémique qui est arrivé pas longtemps Ah après, ouais. pas longtemps après l'UFC Paris.
l'affaire Slim Trabelsi, qui a fait beaucoup parler dans les médias. Je voudrais ton point de vue dessus, toi, en tant que manager. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette affaire? Bah, je ne sais pas si tu as suivi, j'ai fait une très courte intervention parce qu'il y a une enquête qui a été faite de la part de la Sueur, il me semble, et j'ai donné mon point de vue sur le côté management, et c'est uniquement sur ceci que je vais m'exprimer parce que tout ce qui concerne le côté coach, le côté promoteur et matchmaker de Ares, bah, je ne le maîtrise pas parce qu'en fait, je ne suis pas dans les petits dossiers, dans les petits papiers, on dit, c'est ça. Mais disons que du côté management, moi, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que, alors, on va peut-être dire que je soutiens un petit peu trop Lopez, mais en toute franchise, moi, j'essaie d'être neutre et juste de dire ce que je pense. Ce que je pense, c'est que sur le papier, moi, tel que je vois l'histoire, c'est une situation que j'ai déjà vécue. Un combattant qui signe un contrat de management et qui, derrière, sans prévenir, sans rien dire, signe autre part. Ça fait pas plaisir, on s'y attend pas, d'autant plus quand il y a eu du travail de fait derrière pour faire monter le combattant. Donc encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire que Lopez ou que Slim a raison. Je constate juste avec les éléments que j'ai, et les éléments que j'ai malgré tout sont que Slim a signé un contrat de management avec Lopez et on a signé un autre avec dominance. Donc il y a quand même un problème à ce sujet-là. Euh, voilà, il y a un autre problème aussi certainement du côté d'Ali Abdelaziz qui était certainement pas sans Hmm. savoir que Slim était en contrat. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi un autre problème. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est C'est à peu près tout. c'est un peu Ouais. bizarre parce qu'il combat à l'arrêt, il se devait se douter quand même. Et je voulais te poser aussi une autre question. Toi, aujourd'hui, un combattant qui a pas de papier, parce que moi, c'est ça surtout qui m'a interpellé. Est-ce qu'on peut le faire, on peut lui faire un contrat? Est-ce qu'on peut le faire combattre? Est-ce que c'est... Après, je te demande pas si c'est légal, mais est-ce que toi, tu prendrais ce risque, par exemple, de faire un contrat à un combattant qui a pas de papier, par exemple? Franchement, euh, ouais, je le prendrais très certainement si je pense que ce combattant a un potentiel et qu'il peut aller quelque part. En fait, ça n'est pas dans le but d'enfreindre la loi, c'est surtout dans le but de l'aider à progresser et de l'emmener quelque part. Donc, je ne sais pas, j'ai jamais Hmm. été confronté à ce genre de situation, pour être très honnête. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on entend être sans papier? En fait, est-ce que ça veut dire qu'il était sur le territoire français de façon illégale? Je ne sais pas trop, en fait. Donc, je n'ai pas trop envie de m'exprimer Mhm. sur un sujet que je maîtrise pas trop, quoi. Le seul sujet sur lequel je peux m'exprimer, sur le sujet en ce qui concerne le management, et effectivement, bah, je trouve ça regrettable quand un combattant a des engagements avec une société qu'il puisse aller s'engager autre part sans même prévenir, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est surtout ça qui s'est passé, sans même prévenir. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas du tout pour faire la langue de bois, mais je pense que Mhm. pour s'exprimer, donner son avis, il faut avoir les éléments, il faut avoir travaillé le sujet. Et moi, de mon œil extérieur, c'est la façon, c'est le regard que j'ai sur cette situation, en fait. Voilà. Moi, je trouve ça dommage parce qu'en plus, il était aux portes de l'UFC, là, il est signé à l'UFC. Mais là, pour le coup, ben, sa carrière sportive, enfin, je sais pas comment ça va se déboucher. Moi, c'est ce que je trouve le plus regrettable dans tout ça, c'est qu'il avait un bon avenir. J'espère que ben, il pourra quand même intégrer, enfin, déjà qu'ils pourront trouver un accord et Ouais. qu'ensuite il pourra continuer sa carrière parce que ben, il allait rentrer à l'UFC. Bah, en fait, c'est ça. C'est un sujet important là que tu abordes parce qu'en fait, tu dis que potentiellement il allait rejoindre l'UFC. Donc en fait, c'est aussi ça qui est compliqué à Mm. expliquer. C'est comment se fait-il qu'il s'est engagé avec un autre management alors que son management actuel était en train de travailler pour le faire rentrer à l'UFC? Parce qu'en toute franchise, là, je vais donner un avis qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, mais il y a eu un vrai travail de la part du Management Factory pour le faire monter, parce que autant que son combat contre le Brésilien qui sortait de l'UFC était un Enrique, vrai ouais, combat, voilà, tout à fait. Luis Enrique, ouais.
Ouais, ça c'était une vraie guerre et on s'attendait à une vraie guerre, autant que l'adversaire qui lui a été donné pour La la ceinture. ceinture. Ouais. Autant que c'était un faux 12-0, c'était un mec qui était classé, moins bien classé que Slim Trabelsi, pourtant Slim a beaucoup moins de combats. Enfin, en gros, c'était un mec un peu qui venait pour se faire taper par Slim, pour que Slim puisse prendre la ceinture et partir à l'UFC. Donc moi, de mon œil de manager, je peux te dire, oui, il y a eu un vrai travail pour le faire monter, quoi. Donc quand il y a un vrai travail pour le faire monter, la peine est d'autant plus grande quand le gars s'engage autre part, quoi, tu vois. Et c'est dommage de s'engager à autre part quand ton manager actuel essaie de faire le taf pour tanquiller à l'UFC, quoi. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Il faut connaître beaucoup plus l'histoire. Mais moi, de ce que je vois, de mon point de vue, voilà la situation, quoi. Et c'est con parce que regarde, au final, dans l'histoire, tout le monde se fait mal remarquer. Slim va se faire très mal remarquer auprès de l'UFC. Lopez se fait mal remarquer. Ali Abdelaziz part en guerre contre Lopez parce que j'ai cru voir aujourd'hui, j'ai vu encore des tweets, ça continue de fuser. Mhm. Euh, Il y a aussi en Khabib fait, aussi. Khabib Nurmagomedov voilà. qui s'en est mêlé. Enfin, il y a beaucoup de monde qui s'en est mêlé. C'est dommage de faire des polémiques. En Surtout. fait, personne ne Vas-y. va sortir grandi de cette histoire, en fait. Et c'est ça qui est dommage, si tu veux. C'est que dans cette histoire, finalement, qui va gagner quoi, en fait? À part une guerre. Mais finalement, dans une guerre, tout le monde y perd, quoi. Autre sujet qui a fait polémique, les paroles de Khabib. Je sais que on en avait parlé en off, toi et moi, concernant Khamzat Chimaev, qu'il n'était pas bien entouré. Fait une petite parenthèse UFC. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ces propos? Et j'aimerais ton avis aussi sur ce problème de cutting. Et qu'est-ce que toi, tu conseillerais en tant que manager à Khamzat? Bah, alors déjà, le premier sujet en ce qui concerne Khabib, euh, en fait, moi, j'en ai marre des gens qui ouvrent leur gueule pour parler de religion dans le MMA. La religion n'a rien à faire dans le MMA. On fait un sport de combat. On n'a pas à mêler la religion ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a des trucs aussi où les musulmans ne veulent pas combattre contre d'autres musulmans parce que ceci, cela. Et en fait, ça voudrait dire quoi? Qu'un chrétien, en fait, mérite de se faire taper sur la gueule, tandis qu'un autre musulman ne devrait pas, enfin, tu vois, devrait pas y avoir de combat. Je trouve que la religion n'a rien à faire dans le sport en général, tu vois. Je pense que la religion, ça doit être quelque chose de l'ordre de l'intime et qu'il doit rester de l'ordre de l'intime. Donc, je trouve qu'avec comment dirais-je, le suivi que a Khabib Nurmagomedov, je trouve que c'était une mauvaise intervention, qui était maladroite, qui est idiote et qu'on ne devrait pas mélanger les sujets. Tu sais, parce que, en fait, il parle de religion dans le MMA. Comme quoi, si Khamzat avait été entouré de musulmans, ça aurait été préférable pour lui parce que les musulmans sont de bonnes personnes et souhaitent le bien pour les gens qui les entourent. Donc déjà, ça sous-entend que l'entourage de Khamzat ne serait pas de bonnes personnes et que donc il ne souhaite pas le bien pour Khamzat, tu vois. Et encore une fois, je trouve qu'il est bête de sortir le dossier religion dans le MMA parce que ça n'a rien à faire ici, parce que les gens qui t'entourent peuvent être chrétiens, juifs ou même athées. L'important, c'est d'être entouré de bonnes personnes. Il y a de très bons athées comme il y a de très mauvais musulmans. Il y a des bonnes et des mauvaises personnes partout. Donc ça, franchement, moi, c'est une intervention qui m'a scandalisé. Je trouve que Khabib aurait mieux fait ce jour-là de ne pas intervenir et de rester discret comme il le fait d'habitude, parce que finalement, on se rend compte que quand il est discret et qu'il ne dit rien du tout, ce sont ses meilleures interventions, quoi. Parce que celle-ci ne l'était pas. L'autre sujet, c'était celui de Khamzat. Khamzat, il a été un peu détestable dans son attitude, un peu Jean foutiste, en mode ouais, je suis pas au poids, mais c'est pas très grave. Bah tiens, un petit peu comme l'adversaire de De Morgan Morgan? Charrière hier, quoi. Voilà. En mode ouais, les mecs, je suis pas au poids, bah écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Donc ça, c'est une attitude que je regrette. C'est pas professionnel. Maintenant, Khamzat, bah, il profite de sa hype, il profite du fait que l'UFC va le placer coûte que coûte sur la carte
Tu sais, à l'époque, il y avait eu John Jones qui avait été testé positif à une substance qui était bannie dans le comté du Nevada. Et du coup, ils ont déplacé l'événement UFC exprès pour que John Jones puisse combattre, tu vois. Bah, j'ai l'impression que là, on est dans le même cas de figure. Khamzat aurait pu faire n'importe quoi, que de toute façon, il aurait été sur la carte, parce qu'aujourd'hui, il faut Khamzat, parce que ça vend, etc., etc. Maintenant, les catégories de poids sont faites pour être respectées, les contrats sont faits pour être respectés. Et j'espère, parce que le problème, en fait, c'est que ce sont des mecs qui sont très suivis. Donc, il ne faudrait pas que ça donne de mauvaises idées, de mauvaises habitudes aux autres combattants, en fait. Voilà. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins dessus. Et C'était du beau coup, gosse ou pas comme intervention? ah, ouais, beau gosse. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faut qu'il reste dans sa catégorie là, ou quand pour toi un combattant il loupe une pesée, changement, toi tu procèdes comment? Par exemple pour Bah, tes. le truc, c'est que Khamzat, on le sait, il cut énormément. Il cut Ouais, bien sûr. énormément. Ah, il est. Et en fait, et dans la carrière d'un combattant, en fait, plus on cut et plus il est dur de cutter. Donc, en toute franchise, moi, je pense que Khamzat, il faut qu'il monte à 84 kilos, qu'il arrête de se tuer à perdre des 20 kilos et que voilà, qu'il fasse le taf à 84. Quitte à laisser tomber le run qu'il est en train de faire actuellement, tu pourrais, tu vois Alors, ce que je veux dire quand tu as fait un taf dans une catégorie, enfin, il a fait un ouais, parcours là qui est, il mérite le title shot. Est-ce que. ouais. Et tu sais, le pire, c'est qu'en plus, s'il va prendre Edwards, je pense qu'il peut le battre, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça, ta remarque est très juste, hein, c'est clair, ta c'est remarque est fou. très juste. Mais ouais, c'est compliqué, ou, ou peut-être qu'il doit changer de méthode, ou peut-être qu'il doit réadapter un autre régime. Sincèrement, je ne sais pas quelle solution il peut trouver à ce problème, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent parce que malgré tout, venir à une pesée sans être au poids, c'est assez insultant, que ce soit pour l'adversaire ou même l'organisation, quoi. Fin des polémiques, on va revenir donc aux événements, au MMA en France. Donc on va parler de, ben, j'ai envie de commencer le bal par le MMA-GP Ouais. qui nous refait un événement avec Monsieur Jérôme Le Banner. Alors je vais donner mon avis direct. Moi je suis un peu encore déçu de cette carte. Je parle de celle avec Jérôme Le Banner pour, c'est la deuxième. L'adversaire en fait de Jérôme Le Banner, j'ai l'impression que les adversaires qu'on lui met, ils sont pas de taille. Alors, je m'exprime quand je dis ça, c'est que j'aurais aimé le voir face à peut-être, je sais pas qui, mais avoir un peu plus de suspense, de me dire qu'il va pouvoir perdre un combat, quoi. J'ai l'impression qu'on le fait briller. Alors, je suis d'accord, il est en fin de carrière, il a une carrière plus que honorable, beaucoup de respect pour lui, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est Jérôme Le Banner qui fait briller le MMA-GP et pas l'inverse, quoi. Je sais pas toi ce que tu en penses. On s'était déjà exprimé en fait sur le même point de vue que l'autre fois. On disait qu'on n'avait pas de surprise, et là j'ai l'impression que c'est encore la même chose. Je parle pour le combat avec Jérôme Le Banner. Après, il y a d'autres combats, on va y venir, qui sont un peu plus serrés, quoi. Bien. Alors écoute, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que, alors Jérôme Le Banner, effectivement, il a 50 ans, d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux, et donc déjà en premier lieu, félicitations à lui d'être toujours là à son âge. C'est un exemple et c'est très beau et respectable. Donc ça, c'est le premier point. Dernier combat en France, hein, je souligne. Ouais, ok. Maintenant, le deuxième point, c'est que, alors malgré le fait qu'il faut absolument qu'il gagne, on aimerait quand même voir un petit peu d'adversité et surtout on aimerait voir un combat. En fait, je m'explique pourquoi je dis ça. Sur le dernier combat, donc on l'avait prédit lors d'un podcast, toi et moi, victoire, ce sera une victoire facile de Jérôme Le Banner contre Ivan Vicic. Et ça l'a été parce que ça n'a pas dépassé la deuxième minute de la première reprise. Ok, donc on l'avait prédit et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Ivan Vicic, qui n'a pas duré plus de 2 minutes contre le Banner, est classé 93 en Europe de l'Ouest sur 138 combattants.
Donc, il faut bien que tu écoutes ce que je te dis. Il était classé donc 93 sur 138 combattants en Europe de l'Ouest. On est d'accord? Et donc, il a montré absolument aucune résistance à Jérôme Le Banner. OK? Sauf que là, écoute bien, je viens de tomber sur une statistique en ouvrant en même temps. L'adversaire, le nouvel adversaire de Jérôme Le Banner, est classé 136e Europe de l'Ouest sur 136 combattants. En fait, c'est le dernier combattant en Europe de l'Est. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne pourrait pas trouver plus mauvais. C'est le mec le plus mauvais d'Europe de l'Ouest. Tout comme il est classé 61e pardon, dans l'Europe des Balkans. Donc les Balkans, les pays du Balkan, c'est tout ce qui est montagne, etc. Donc là, notamment là où je suis moi en Bulgarie. Donc il est classé 61 sur 61, ce qui veut donc dire que Adnan Alic est dernier dans tous les classements. Et en fait, moi, ça, je le regrette parce que quand on voit ce que Jérôme Le Banner a pu faire avec son dernier adversaire, pourquoi est-ce qu'on va lui chercher encore moins bon? Là, en fait, on ne pouvait pas chercher plus mauvais parce que le mec, il est dernier de chez les derniers, en fait, ce mec. Et en fait, je regrette un peu ça. Je comprends que Jérôme ait 50 ans et qu'il faille le préserver et surtout qu'il faut qu'il gagne pour son dernier combat. Mais quand même, les mecs, en fait, on aurait dû faire venir un sac de frappe directement avec une personne qui le tient. Et voilà, c'était aussi bien et ça aurait coûté moins cher à l'organisateur. Et ça, je le regrette. Sincèrement, je le regrette. En plus, l'organisateur est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Le but n'est pas de salir son organisation, mais la question qu'on a envie de poser, c'est pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas en Europe un défi un petit peu plus sympathique à aller chercher, un truc un peu plus, tu vois, un Ah, peu bien sûr, plus hein, équilibré quand même. Tu vois, c'est sans clair. aller chercher un mec qui va battre Jérôme, mais au moins un mec, au moins, tu vois, qui puisse apporter une petite rivalité, quelque chose. Sauf que là, on sait comment ça va se passer, et je vous l'annonce d'ores et déjà. Adnan Alic, à la première droite qu'il va manger, il va se mettre en boule, et ce sera un arrêt de l'arbitre par TKO au bout d'une minute ou 1 minute 30, quoi. Voilà. Merci, merci pour ton pronostic, Guillaume. Ouais, ouais, non, mais je te rejoins, hein, c'est ça. Et ensuite, ben, sur la carte, est-ce qu'il y a un combat, toi, que tu veux, qui quand même t'intéresse, te donne envie d'aller le regarder? Moi, il y a Alors là, je suis. Title Shy face à Kalice Crochet. Ça, Ouais, bah tiens, c'est un regarde, combat regarde. qui me hype. Ouais, excuse-moi, je suis désolé Vas-y, de t'avoir vas-y, vas-y, interrompu. t'inquiète. Ok. J'allais dire, tiens, regarde, on va prendre les combats dans l'ordre. Donc, du coup, en partant du main event jusqu'au premier combat. Donc, en co-main event, on a Alja Rouge contre Somerezen. Donc, ça a l'air d'être un combat, pour le coup, très équilibré parce que dans la catégorie des bantamweight, on a le numéro 31 qui affronte le numéro 38. Donc là, pour le coup, on a un vrai combat qui prend tout son sens. Celui-ci est un vrai bon combat et ça va être très intéressant. Je connais un petit peu Michael Aljarouge pour avoir partagé le même vestiaire que lui au Brave. J'adore son coach, j'adore son coach. C'est la vieille école, c'est l'ancienne, mais un super coach. J'ai vachement apprécié en plus passer du temps avec lui ce soir-là au Brave. Mais voilà, belle équipe en tout cas. Et ça, c'est un vrai beau combat. Vrai beau combat. Ensuite, je connais moins, on a Banjungu Sidibé qui va affronter un Espagnol. Voilà, je suis pareil, moyennement fan de ce combat parce qu'on a Sidibé qui est à 9-6, qui va prendre un mec qui a 11-16. Sidibé qui est 64e en Europe, qui va prendre un gars qui est 322e. La question encore, c'est pourquoi? Hormis si on veut faire monter Sidibé, mais on aimerait un petit peu plus de, comment dirais-je, de fair play dans les oppositions, en fait. On aimerait que les combats soient plus équilibrés parce que, encore une fois, on peut déjà donner un pronostic, ce sera une victoire de Sidibé et on en parlera si tu veux lors du prochain JDF et voilà. Pour en revenir à ce que tu disais, donc on a Sitisha qui approche Jérémy Cochet et là, effectivement, c'est un vrai beau combat. Je connais Cochet qui est venu lors d'un camp à la BTT. Très bon combattant, très 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 bon combattant, très bon striker. Et City Shah est un striker. Donc pour le coup, on va avoir un vrai beau combat. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, non, carrément. Je suis entièrement d'accord. Et puis, j'ai hâte de voir ce que Title Shy va donner à la suite de son combat avec Cédric Doumbé. Il est en totale progression. Donc, vraiment,
combat à regarder et puis une très très grosse force à title shy perso. Voilà, Ouais, tout à fait. Et là, pour le coup, il va avoir le temps de se préparer, donc il va certainement nous donner une autre copie de ce qu'il a pu faire la dernière fois. Donc là, c'est très intéressant et c'est à suivre. Donc là, pour le coup, après, on a le retour de Rogi Lawson. Rogi Lawson, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, qui va faire son retour après une longue période d'absence. Et là, tu vas me poser la question combien de temps et je vais te répondre. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas combattu. Donc c'est un combat qui est intéressant, qui est plutôt équilibré. Il va prendre un adversaire en négatif, mais bon, lui, de son côté, n'a pas combattu depuis 4 ans. Donc je trouve ça cool. Très bon combat. sur qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, toi, des entraîneurs qui sont à la fois managers et en même temps organisateurs? Alors, c'est un problème, mais il n'y a pas que ce problème-ci. Il y a aussi mon cas de figure à moi. Je suis manager et parfois matchmaker. Donc, en fait, si tu veux, les conflits d'intérêts sont absolument partout. Parce que lorsque tu es manager, tu vas placer tes gars à toi et évidemment, tu ne souhaites pas qu'ils perdent. Donc, du coup, tu vas aller chercher des faire-valoir et ce qui fait que ça va polluer complètement l'équilibre des combats de la soirée. Et ça, c'est fort regrettable. Donc c'est quelque chose que moi je mets un point d'honneur à ne pas faire. Et si tu regardes bien, par exemple, sur la carte du dernier YFC, j'ai placé 3 combattants de la BTT. Sur les 3 combattants de la BTT, 2 perdent. Tu vois, donc j'ai 65% de défaites sur cette fight carte en tant que matchmaker. Donc c'est la preuve que j'essaie de donner à mes combattants des combats malgré tout équilibrés. Et quand je suis matchmaker, retirer ma casquette de manager et ne pas faire des combats, tu vois, qui soient uniquement dans le but de faire monter mes gars, tu vois. Maintenant, dans d'autres événements, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de polémiquer, mais dans d'autres événements, malheureusement, il y a un peu moins de fair play dans la façon de faire les fight cards et on voit clairement des combats déséquilibrés, hein. Tu sais, là on parle de MMA-GP parce que le sujet est ouvert. Mais Hmm. si tu veux, une fois qu'on a fini cette analyse des MMA-GP, parle-moi de n'importe quelle autre fight card. Et tu vas voir, on va revenir sur ce sujet. Je vais encore te dire, bah tiens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les combats déséquilibrés. Ok. Tenons ce pari si tu veux et finissons avec le MMA-GP et tu verras, je te dirai, pardon, tout à l'heure, bah, tu vois, le matchmaker est aussi manager. Et là, son combattant à lui, là, il prend un combat déséquilibré. Tu vois. Donc en fait, si tu veux, je sais que c'est beaucoup reproché à Arès et Lopez, tu vois. Mais pour le coup, et je vais être Ouais, très honnête avec toi, bah, c'est pas pour le trop fait. coup, mais non, 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 Ouais. non, parce que je l'avais dit dans plusieurs interviews déjà. Lopez, jusqu'à présent, on s'entend extrêmement bien. Lui et son Benjamin bras droit. Sarfatier. Tout à fait, parce que les combats qui sont proposés à la BTT sont des combats équilibrés. Ouais, c'est pas des bourbiers, quoi. Voilà, ce sont ni des combats faciles ni des bourbiers. Ce qui nous est proposé jusqu'à présent, ce sont des combats très équilibrés et parfois même voire en faveur de la BTT. Tu vois, on a eu le combat entre Oumar Sy et Paulin Bégueil. Tu vois, on avait Oumar qui avait beaucoup plus d'expérience que Paulin. Tu vois, moi-même j'étais Hmm. surpris du fait que Arès fasse ce combat. Tu vois, sur l'événement du mois de décembre, on a une combattante italienne qui est à 4-0, qui va prendre la petite Assia, c'est ça, Miri. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'étais pas au courant de ce fight. C'est booké, ça? Ah bah, j'ai peut-être parlé trop tôt. Bah écoute, si c'est ça, c'est en direct. Au moins Ah tu ouais. le sais. Ah, ou peut-être Et c'est moi cette, qui ai mal informé. Ok, une ok, petite Italie. cette petite est à 1-0, tu vois. Donc encore Ouais, une tout fois, à c'est fait. un combat. Voilà, donc ce combat, pardon, sur le papier, je le vois en faveur de la BTT. Donc tout ça pour revenir sur le fait que parfois nous ne sommes pas trop favoris et parfois on l'est un petit peu, mais en tout cas, ce qui est proposé, je trouve, est très honnête. Tu vois, Beisangour sur le dernier événement d'Arès a pris un mec qui était très solide et qui était invaincu. On voit qu'il n'y a pas forcément de volonté de protéger les combattants. Tu vois. Mais sur d'autres fight cards, force est de constater Hmm. que il y a des combattants managés par le matchmaker qui font des combats pour prendre une victoire, tu vois, tout simplement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'après, c'est pas aussi. Est-ce que tu penses que c'est pas un manque de trouver des combattants aussi, tu vois? Parce qu'à un moment, quand faut rendre une fight card dans le temps et en heure, est-ce que tu vois? Je sais qu'à un moment, on en avait parlé, il y avait un autre combat qui avait fait
qui avait fait polémique. Ben, c'était pour Cédric Doumbé aussi. En fait, Bah on a tiens, ouais, on avait que d'ailleurs tu t'avais proposé, toi, tu m'avais dit que tu avais quelqu'un et que ça n'avait pas été accepté. donc D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, regarde, j'ai même pas besoin de répondre à ta question. Tu mm, disais, est-ce que le problème n'est pas dans le fait de trouver des combattants? Bah, la réponse est non, parce que tu vois, il y avait ce fameux problème pour Cédric Doumbé, mais comme je te disais, moi, dans mon écurie, j'avais des combattants qui correspondaient au nombre de combats qu'il fallait, tu vois. Donc non, non, c'est pas du tout le problème de trouver des combattants, c'est juste le problème. Et Kevin, je te demande un petit peu mm, d'ouvrir tes chakras et tu comprendras que le matchmaker, il place son combattant, il veut que son combattant gagne, il lui met une pomme de terre. Voilà, point. ouais, ouais, bien sûr. Et, C'est et belle ou moi net. aussi une remarque que je constate là depuis quelques cartes, ben, sur MMAGP, il y a peu de combattants du MMA Factory et encore moins de la BTT. Ouais. Alors, Euh, je te demande pas forcément de me trouver la réponse, mais enfin, c'est une constatation que je fais moi en tant que fan de MMA et qui regarde les cartes. Ben, ouais, ouais. ouais. Je fais quoi? Je dis Joker ou pas? Non, je vais pas dire Joker. Non, parce que c'est pas dans mon habitude. Non, mais C'est peut-être que ça justement, permettrait d'avoir peut-être plus de gars, de combats serrés. Je dis pas ça pour qu'on parle de sujets ça. polémiques hein, ou d'histoires qu'il peut avoir peut-être entre des écuries ou des. Alors regarde, Je sais pas. regarde. Là pour le coup, je vais te donner une information. Euh, Aujourd'hui, au moment où on parle, le matchmaker qui travaille pour MMAGP, sa politique est pas de BTT au MMAGP. Et j'ai envie de te dire, mais soit, en fait, moi, je m'en fous complètement, dans le sens où la BTT n'a pas besoin du MMAGP, et c'est pas la raison pour laquelle je dis qu'il y a des matchs qui sont déséquilibrés. Encore une fois, je mets au défi n'importe qui de me contredire. J'essaie vraiment de m'appuyer sur des faits. Bien En fait, sûr. on a des classements, en fait. On peut pas se mentir, on a des classements. Mais aujourd'hui, la politique du MMAGP est telle que on ne prend pas de BTT, tu vois. Tout simplement parce que leur matchmaker est un concurrent, entre guillemets, que moi, je ne vois pas du tout comme étant un concurrent, en fait, si tu veux. Voilà, c'est Mm. pas un concurrent. Bref. Et la politique est ainsi, tu vois. Mais moi, quand j'entends des trucs comme ça, en toute franchise, ça me fait sourire parce que moi, je pars du principe où aujourd'hui, c'est plus le promoteur qui se met une balle dans le pied à se priver de mecs comme la BTT, enfin d'agences comme la BTT, plutôt que la BTT qui serait handicapée. Parce qu'en fait, des organisations où on peut placer, il y en a partout, tu vois. Ça, c'est pas un problème. Par contre, des bons combattants français, il n'y en a pas partout. Et chez nous, il y en a beaucoup, tu vois. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Mais ce genre de politique, moi, me fait doucement sourire. Je trouve ça con, idiot, et c'est à la hauteur de la personne qui prend cette décision, quoi. Et on va terminer donc avec les deux combats de David Carr. Ouais, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Tu parlais du MMA Factory, je ne Ouais. suis pas informé, je n'ai pas d'informations, Ouais, mais j'aimerais bien leur poser la question aussi, tu vois. très certainement le problème Mm. est le même. Il y a Ouais, bien peut-être sûr. un problème, il y a problème, un problème de fond, il y a peut-être un problème d'entente, il y a peut-être une histoire d'antan qui fait Bien que sûr. le gars ne veut pas ceci ou cela. Moi, encore une fois, pour moi, ça, c'est un manque de professionnalisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne sont pas mes amis avec qui je n'irai pas en vacances. Par contre, dans le cadre du travail, je vais travailler avec eux parce que ça fait partie du boulot, en fait, si tu veux. Bien sûr, Quand tu fais ouais. une fight card, tu peux pas juste travailler avec tes amis. Tu sais, à l'époque, par exemple, avec Lopez, tiens, c'est la troisième fois que j'aborde le sujet Lopez, mais tu vois, on se parlait vraiment pas et je crois qu'on s'appréciait même pas beaucoup, tu vois. Et un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, écoute, je vais m'occuper de, enfin, j'ai une organisation qui arrive, ça s'appelait Ares. Bon, c'est bon, il est temps de passer à autre chose, d'enterrer la hache de guerre, etc. Et ça, c'est un vrai discours constructif. Ça, c'est quelque chose d'intelligent. C'est quelque chose qui tire le MMA vers le haut, quoi, tu vois. Après, tous les trucs de, non, moi, je travaille pas avec eux, je travaille pas avec eux, tu vois, ça, je laisse ça aux petites mains du MMA, tu vois, aux petites personnes. Donc, voilà, tout simplement. Ouais, puis comme tu as dit, le but dans l'histoire, c'est de faire avancer le MMA. Et Absolument. peut-être qu'avec des ententes, des accords, ben, on ne tiendrait pas les remarques et les propos qu'on a dit jusqu'à présent sur les cartes, quoi. Voilà. Mais c'est tout. Voilà. Enfin bon, si jamais on nous écoute, voilà. Donc ensuite, juste, il nous manque deux combats qu'on va passer rapidement pour pas les oublier. David Karp et Cédric Séverac. Ouais, bah Donc pour là, le coup, c'est un bon combat, là ouais. équilibré. Ouais. On peut remarquer, on a
Ouais, David Karp qui est 6-6, qui prend un adversaire en négatif, mais voilà, je vois pas de déséquilibre dans ce combat. Et le premier combat, je suis sincèrement désolé, je ne connais pas les acteurs de ce combat, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà, 2-1 contre 0-0, ça reste une opposition qui se fait régulièrement, tu vois. Donc, voilà, ça pour le coup, c'est OK, tu vois. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois Jérôme Le Banner, tu vois, on va lui chercher ce mec-là, tu vois. Pour moi, c'est sans intérêt, tu vois. Et c'est ni faire honneur à l'organisation et surtout aux combattants, tu vois. Parce qu'en toute franchise, moi, si je suis le manager de Jérôme Le Banner, j'aimerais une autre sortie pour mon combattant, en fait. Voilà. Du coup, moi, Guillaume, une question qui me vient tout de suite à l'idée. Si tu étais le manager de Jérôme Le Banner, face à qui tu le matcherais ou éventuellement face à qui tu aimerais le voir combattre? Là, comme ça, de tête, c'est dur de te Ouais. dire quoi que ce soit. Mais tu sais, je connais des gars qui viennent du pied-point, par exemple, qui auraient pu offrir une opposition debout à Jérôme Le Banner et ça aurait été beaucoup mieux, quoi, tu vois. Je discutais sur Facebook il n'y a pas très longtemps avec un combattant, enfin, c'est lui qui m'a envoyé un message pour voir. Ah, voilà, un mec qui s'appelle par exemple Fatih Aktas. Tu vois, c'est un mec qui m'a contacté. Regarde, on va aller le voir en direct. Tu vois, regarde, comme ça, si les gens vont voir comment on bosse. Donc ça, c'est intéressant. Tu as un mec qui s'appelle Fatih Aktas, qui a plutôt un mauvais record parce qu'il a 6-11. D'accord? Mais ce mec a combattu dans des organisations telles que Babylone, telles que chez Muradov. Tu vois le combattant de l'UFC. Il a combattu au Brave, il a combattu 2 fois au Brave, il a pris des gros noms, et surtout, en fait, si on prend son classement mondial sur Fight Matrix, il sera malgré tout mieux classé que le gars que va prendre Jérôme, tu vois. Et ce gars, c'est pas un foudre de guerre, c'est pas un mec, tu vois, hyper dangereux, mais au moins, il se mettra debout, il se mettra devant Jérôme Le Banner, il essaiera d'envoyer ce qu'il peut envoyer, tu vois. Au moins, on aura des échanges, au moins, on aura quelque chose. Là, là, je te préviens, je te le dis d'ores et déjà, Mm. je sais à quoi va ressembler le combat. Alors après, tout dépend de ce que va faire Jérôme. Est-ce que Jérôme va vouloir le clincher, l'emmener au sol pour se faire plaisir? Je ne sais pas. Mais si Jérôme Le Banner veut cogner ce mec, il va le déboîter. Tu sais, regarde, je vais faire un truc en direct avec toi. Si je ne dis pas de bêtises, Jérôme Le Banner a déjà affronté euh, le gars qu'il va prendre là au MMA-GP en pied-point. Tu le savais ça? Ouais, ça me parle. Justement, c'est pour ça que sa tête à ce combattant, elle me disait quelque chose. Je crois qu'il y avait déjà eu un combat ouais, entre eux deux. Voilà, il s'appelle Adnan Alic. Et donc, si j'arrive à retrouver, voilà. Donc là, j'ai le combat. Je vais essayer de pas vous polluer avec le son. Donc, on va essayer de voir combien de temps ça a duré. Voilà. Donc, le combat a duré 40 secondes. Wow. En pied-point. Voilà. Alors là, en Donc, MMA, on ça, ouais. sait que l'opposition pied-point entre Jérôme Le Banner et Adnan Alic a duré 40 secondes. Pourquoi on recommence en MMA? Tu vois, on sait que Jérôme Le Banner va l'exploser. Est-ce que ça serait pas plus sympa de voir même Jérôme un peu dans le dur, tu vois, un Ouais, petit c'est clair. combat sympa où on le voit un peu toucher, revenir, etc. Tu vois. Moi, je cherche à comprendre Mm. quel est l'intérêt pour le promoteur, quel est l'intérêt pour le matchmaker, quel est l'intérêt pour le combattant. J'en veux aussi à Jérôme Le Banner, hein. J'en Mm. veux aussi à Jérôme Le Banner et j'en veux aussi au manager de Jérôme Le Banner d'accepter ce combat parce que c'est contre-productif en fait. Oui, Jérôme Le Banner va exploser le mec. Oui, on le sait, tu vois. Et, tu vois, je regrette ça, malheureusement. Donc ça peut être mal interprété, on peut penser que je suis, je sais pas quoi, peut-être un jaloux, peut-être, ou j'en sais rien, ou peut-être, tu vois, quelqu'un Ouais, bah, de, 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 de- je de vois pas mauvais, mais je voilà. vois pas ce qu'il y a à jalouser. Nous, on est juste en Non, train rien. de Je dire suis voilà juste, voilà qu'on est sur notre fin je suis vis-à-vis des juste un, combats de Jérôme Le Banner au MMA-GP. Ça serait qu'il soit à Arès, on dirait la voilà, même chose, hein. D'ailleurs, c'est une question que je me bien posais. sûr. Pourquoi il est pas à Arès? Pourquoi il n'a pas combattu à Arès à un moment? Je sais pas s'il y a eu des disputes, mais à un moment, je sais qu'il était
très proche du MMA Factory, il s'entraînait là-bas. Moi, j'aurais aimé le voir à Arès C'est pour vrai. qu'il ait une opposition plus Ouais. dure. Est-ce que le fait qu'il aurait été à Arès, est-ce Alors, qu'il n'aurait pas été plus dans le dur, tu vois? eh ben, peut-être que tu as tout dit, mon cher Kevin. J'en sais rien, hein, j'ai aucune information à ce sujet, Hmm, mais peut-être que la ok. raison pour laquelle il n'a pas été à Arès, c'est parce qu'il n'aurait pas été préservé à Arès, tu vois. Hmm. Parce que moi, je le sais en connaissance de cause, hein, je te le dis, à Arès, il n'aurait pas été préservé, tu vois. Tout comme moi, mes combattants à Arès ne sont pas préservés, quoi, tu vois. On ne propose pas de combat facile à mes gars, quoi. Et il faut être bien conscient de cela, c'est que lorsque tu signes à Arès, il faut le faire lorsque tu es mûr, parce que on va pas te donner de faire valoir, tu vois. Donc pour le coup, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé à Jérôme Le Banner, mais ça pourrait être éventuellement une explication. Peut-être, peut-être. En tout cas, ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce cercle d'hiver. C'est une très belle salle. Je trouve que un événement de MMA dans cette salle, ça rend bien. Donc voilà, il y en a pour quand même, il y en a pour votre argent. C'est un beau show. Il y aura des beaux fights. Le jeu de lumière, c'est bien fait. Enfin, voilà, de ce côté-là, franchement, moi, je leur tire mon chapeau. C'est quand même un bel événement. Là, au niveau communication, il y a une belle com qui a été fait sur cet événement et même sur le MMA-GP en général. Les cartes, je parle au niveau visuel, c'est joli. Il y a une émission aussi qui est présentée par Lucie Berthaud, qui est vraiment très très bien présentée. D'ailleurs, aux commentaires aussi, elle présente vraiment très très bien les post-combats et tout. Enfin, c'est bien moulé, ça s'enchaîne bien et franchement, ça, je tenais à le souligner. Voilà, en tant que fan de MMA, c'est un bel événement, donc n'hésitez pas à y aller pour l'ambiance aussi, quoi, parce que c'est à vivre. Tu, tu as raison. En fait, si tu veux, là, tu parles du jeu de lumière, de la musique, du machin, du truc de la salle, etc. Et tu as certainement raison. Le truc, c'est qu'il y a deux types de supporters dans le MMA. Il y a le supporter comme moi, qui lui veut voir des combats, Mm. et il y a aussi le supporter lambda qui lui veut voir du show, tu vois. Ouais, qui vient le Euh, samedi soir voir c'est quoi le MMA en France, quoi. Je suis d'accord. Et en Mm. fait, c'est peut-être moi qui ai dépassé, je n'en sais rien, tu vois. Mais moi, en tant qu'acteur du MMA, moi, je veux voir des combats, tu vois, de vraies oppositions. Maintenant, effectivement, peut-être que le public lambda va voir une soirée de MMA comme ils vont au cinéma et que eux, juste, ils veulent voir du show, ils veulent voir des chaos, ils veulent voir. Voilà, peut-être que eux, l'opposition en elle-même ne les intéresse pas trop et que c'est plus le fait de voir des gars combattre, tu vois, qui les fait se déplacer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, en tant que fan et acteur du MMA, j'aime à ce que les combats soient équilibrés. Voilà. Super, merci pour ton avis sur donc cet événement du MMA-GP. On va passer à une carte qui arrive le 15 octobre, le Hexagon MMA, qui a pour main event Laetitia Blo vs Mariam Torchianava. Donc un peu, on va reparler un peu de ce que tu penses de cette carte. Moi, je suis hypé par le main event. Laetitia Blo, c'est une combattante Ouais. que je suis et que vraiment j'ai envie de voir. Là, pour le coup, il y a quand même une opposition. Euh, je sais pas qui sont les organisateurs ni le matchmaker de Hexagon, mais en tout cas, beau main event. En plus, ça met les femmes sur le main event, donc ça, c'est aussi cool. Et je sais pas s'il y a d'autres combats Ouais. qui te hype déjà à vue d'œil de la carte. Il y a aussi, ah si, j'ai oublié, il y a aussi ce combattant, Mathieu Leto, combattant qui me semble qui Ouais. sort de YFC, c'est le collègue à Ibra, euh, qui s'entraîne avec Daniel Warin. Je peux voir ses stories là, je le suis aussi. Donc ça va être ça va être un gros fight aussi, je pense. Ouais, effectivement. Bah, du coup, pour revenir un petit peu dessus, on a donc le main event, comme tu disais. Alors, c'est un combat qui a été bien construit parce que du coup, c'est 3-0 contre 3-0. Donc, sur le papier, c'est très intéressant. Maintenant, je peux te dire en tant que connaisseur, j'ai envie de dire, Laetitia va gagner. Elle va gagner. Elle va gagner. Voilà. La fille en face est à 3-0, effectivement, mais bon, tu vois, ces trois combats qui ont été faits contre des adversaires pas très compliqué, tu vois. On peut voir, il y avait une adversaire qui était à 0-2, les deux autres étaient à 0-0.
Elle a d'ailleurs fait une décision contre une 0-0. Donc là, pour le coup, Laetitia Blau, pour elle, ça va être trop gros, en fait. Ce que je veux dire, c'est que pour la Géorgienne, ce sera trop gros, en fait. Laetitia Blau va gagner. Moi, il y a le co-main event qui me hype vachement, mais c'est parce que je connais les deux combattants, en fait. Je connais déjà Ion Grigor, parce que Ion Grigor a affronté un de mes combattants au Brave, c'était Lamine Séné. Donc du coup, je connais très bien Ion Grigor. C'est un mec chargé, en fait. C'est un bodybuilder chargé, dur au mal, pas très technique, mais qui aime se taper. Donc voilà. Il va prendre Maxime Fondop. Alors pour le coup, Maxime Fondop est un poids lourd pas très connu encore du circuit parce qu'il ne fait pas de bruit sur les réseaux. Et moi, bah, voilà, tu connais ma mentalité. Moi, j'aime ça, les mecs un peu discrets sur les réseaux. Mais il fait son petit bonhomme de chemin. J'ai eu la chance de le rencontrer ainsi que ses coachs sur la Fight Week de l'UFC. Je pense que Maxime est quelqu'un qui peut aller loin. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est dans une toute petite team et l'avantage des petites teams parfois est que les coachs sont totalement dévoués pour toi en fait. C'est-à-dire que comme il n'y a pas 100 gars à s'occuper, les coachs sont totalement là et investis dans ta carrière. Et j'ai cru comprendre que c'était le cas pour Maxime. Je pense que Maxime est un combattant, un poids lourd qui peut aller très très loin. Donc malheureusement, les gens ne connaissent pas encore, donc ce combat ne fait pas beaucoup de bruit. Mais pour moi, c'est un joli combat. Donc voilà. Combat d'après. Et ben là, je vais être encore un petit peu méchant. Tu vois, regarde. On a Yellow Page. Yellow Page, pour moi, c'est une super combattante. J'adore cette combattante. Très, très forte. Très joli striking. Elle, vétérane du Bellator. Elle a notamment gagné au Bellator. Elle a gagné au Bellator contre une fille en plus. Très solide, qui était à 5-0. Donc voilà. Yellow Page, c'est vraiment solide. Et là, elle va prendre une fille qui n'a pas combattu depuis 4 ans encore et qui est en négatif, qui est à 4-7. Je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que cette fille qui est très forte, Yellow Page, pourquoi on est parti chercher une combattante en record négatif et qui en plus n'a pas combattu depuis 4 ans? Est-ce que dans cette catégorie de poids, est-ce qu'on ne pouvait pas aller chercher une autre fille un peu plus solide? Ouais, je pense. Je pense, clairement, je pense. Voilà. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai envie de dire bonne chance à Stéphanie, même si elle n'aura pas besoin de chance pour gagner ce combat. Donc ensuite, on a Tomaglo qui va affronter un Espagnol. Donc pourquoi un Espagnol? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pouvait prendre un Français ou peut-être un Allemand, étant donné qu'on ne l'a pas dit, l'événement va se dérouler en Allemagne. Mais en tout cas, bon, pour le coup, ce sera un Espagnol. Ça semble être un combat équilibré, 115e contre 147e. Voilà, 5-2 contre 4-2, c'est le genre de combat que j'aime bien. Voilà, ça me plaît, rien à dire. Ensuite, on a Arabzé, Parvez Arabzé. Alors, pour le coup, malheureusement, je connais Parvez et je préférerais ne pas le connaître. C'est-à-dire qu'il a battu un de mes combattants, donc je connais Parvez et je sais qu'il est très, très fort. Et là, encore une fois, j'ai un petit souci avec ce combat, c'est qu'il prend un mec qui est en négatif, alors que Parvez est à 4-1 et qu'il est en plus très fort. Pourquoi est-ce qu'il prend un Polonais, déjà d'une, et de deux, pourquoi un Polonais en plus en négatif, qui est à 5-6? Pourquoi? J'en fais appel à ton savoir et à ta connaissance. Est-ce que tu pourrais m'aiguiller, s'il te plaît? Ah. Franchement, je sais pas. Voilà. C'est ouf. Voilà. Je fais quoi? Je laisse planer un sale blanc malaisant, quoi. Ouais, je sais pas. Ah, je sais pas non plus. Écoute, il fallait peut-être un gars et avec lui qui était dispo. Ouais, Non, c'est pas une réponse assez convaincante. non. Je crois que dans cette catégorie de poids, à 70 kilos, je crois qu'ils doivent être 2000 combattants en Europe. Donc, je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un si on avait vraiment cherché, tu vois. Mais après, peut-être que le fait de prendre un mec en négatif, peut-être que pour certaines raisons, ça a arrangé tout le monde, quoi, tu vois. Ouais, Donc voilà. Combat d'après, on a ouais. Younes Najid. Younes Najid, j'aime beaucoup. Je le connais, très bon combattant.
Malheureusement, son record ne parle pas en sa faveur. Il est à 5-5, mais pour moi, c'est un mec qui est bien meilleur que ça. Et il va prendre un gars qui est dans le même cas de figure, qui est à 3-6, mais qui est bien meilleur que ça. C'est Alix Jean-Guillaume, que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un bon combat. Combat très équilibré. Voilà, ça me plaît. Et j'ai envie de te dire que du coup, si on en croit les pronostics et les statistiques, bah finalement, le combat le plus serré, le plus compliqué sera pour Mathieu Leto Duclos, qui va prendre un combattant géorgien invaincu, qui est à 3-0 et qui est donné à 6% vainqueur par les pronostics sur Tapologie. Mathieu Leto qui a perdu son dernier combat au Bellator. Tout à fait, qui a perdu son dernier combat au Bellator et qui est partenaire d'entraînement de Benoît Saint-Denis, coaché par Daniel Warren. Ok. Et Donc, là, pour le coup, c'est un bon combat. ok. Merci pour ton expertise sur cette carte. Et puis, du coup, je vous invite quand même à aller voir l'Hexagone, même si c'est pour le coup, là, c'est pas en France, comme tu l'as dit, c'est en Allemagne. Donc là, pour le coup, ils visent pas forcément un public français, Ouais, bah malgré que d'ailleurs c'est Laetitia très Blo, étrange, hein. tiens. Ouais. Ouais, alors tiens, c'est un sujet qu'on pourrait aborder, Kevin. C'est Hexagone, si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas organisé en France depuis le mois de février 2022. Et donc là, on arrive en octobre. Toujours pas d'événement en France. Donc, c'est compliqué de comprendre leur politique, c'est compliqué de comprendre les plans sur l'avenir, en fait, étant donné qu'ils n'organisent pas en France. Donc, il y a certainement une problématique, il y a certainement quelque chose. Est-ce qu'elle est administrative? Est-ce qu'elle est financière? Euh, Aucune idée. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Maintenant, si je peux continuer, comme je l'ai fait depuis le début de la soirée, à être dans la critique et dans le négatif, je ne suis pas un grand fan de la communication d'Hexagone, en toute franchise. Je trouve qu'ils pourraient faire bien mieux. Là, je vois que les derniers combats ont été annoncés là, il y a quelques jours, alors que l'événement est dans 10 jours. Je trouve que la communication, elle est très tardive. Tu vois, est-ce que tu savais, Kevin, qu'ils ont organisé un événement à Dubaï le mois dernier? Pas du tout. Putain, et là, c'est un truc de fou ce que je te dis. Toi qui as un podcast dans le MMA, tu n'étais pas au courant. Dis-toi un truc, c'est que personne ne le savait. Ça a fait un flop total. C'est passé totalement sous les radars. Comment se fait-il que tu organises un événement à Dubaï et que personne n'est informé? On n'a même pas vu des vidéos d'après-combat, tu sais, des petits teasers, des trucs dans les coulisses, les machins, avec le Burj Khalifa, quelque chose pour nous rappeler qu'on est à Dubaï. On n'a rien vu. En fait, en termes de communication, je trouve que c'est une catastrophe. C'est investir beaucoup d'argent, c'est aller faire des événements à l'étranger pour qu'au final, bah, tu vois, personne ne soit informé de ça. Et je trouve que c'est dommage, encore une fois, c'est de mettre de l'argent à la poubelle. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage. Parfois, c'est à n'y rien comprendre. C'est à n'y rien comprendre. Ouais. Ouais, écoute, tu me l'as informé de cette carte à Dubaï, cette carte secrète. C'était peut-être un événement secret. C'est pas incroyable. C'est pas Ouais. incroyable ce que je te Ouais. dis, tu vois. Il y a eu un événement à Dubaï, tu vois, et sincèrement, ça a fait un flop total. En France, personne ne le sait, hein. Personne ne le sait qu'il y a eu un événement à Dubaï. Et c'est tellement dommage. Après, encore une fois, c'est un problème aussi de fight card. Je te dis la vérité, c'est Hmm. vraiment un problème de fight card. Euh, Tu sais, voilà. ces derniers temps, il y a beaucoup eu de modes de classement, de classement de managers, d'entraîneurs, de combattants. Ça serait bien que Ouais. nous, on fasse la même sur les organisations, tu vois. Non, franchement, on pourrait. On serait pas peut-être des ennemis, mais ça, au moins, ça permettrait d'être objectif et voilà. Attends, je vais faire un truc sympa en direct. Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Allô, Benoît, comment tu vas? Attends. Benoît, je suis en plein direct, je suis en train de faire un podcast, je te rappelle juste après, d'accord? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Et comment dirais-je? Et donc voilà, le truc, c'est que c'est dommage parce que il y a des choses qui sont faites et qui pourraient être de belles choses. Parce que faire un événement à Dubaï, il faut quand même avoir la logistique pour le faire, il faut avoir les financements pour le faire. Enfin, tu vois, ça demande d'être solide.
Mais au final, la communication fait que ça passe inaperçu. C'est dommage. Guillaume, je voudrais parler avec toi d'une phrase que tu as citée dans une interview. D'ailleurs, Ouais, je voulais passer euh, vraiment mes félicitations à cette interview qui a été faite de toi. J'ai trouvé qu'elle était très, très intéressante, celle sur Pugilat, vraiment. Et ok. dedans, j'ai Ouais, retenu, j'ai bien aimé ce qu'il a fait, hein. ouais, Ouais, mais même le rendu, franchement, moi, j'ai adoré. Je sais pas ce que les gens en ont pensé, mais en tout cas, très, ouais, très belle c'était cool. interview. Ils font du bon boulot. Et Merci. je voudrais rebondir avec toi. Tu as cité, pour être un bon manager, il faut emmener au moins un gars à l'UFC. Alors, je voudrais te poser cette question à mon tour et te demander pourquoi, selon toi, il faut amener un gars à l'UFC, un combattant à l'UFC pour pouvoir être un bon manager. Et est-ce que ça marche aussi avec un entraîneur? Tu vois, est-ce que pour être un bon entraîneur, avoir un bon club, il faut forcément amener un combattant à l'UFC? Parce que justement, j'ai posé cette question à Aldric Cassata, qui m'a répondu, et j'aimerais te la poser à ton tour et D'accord, avoir ta réponse. d'accord. Alors, je reprends de mémoire, je n'ai pas dit que pour être un bon manager. J'ai dit de mémoire que tu n'étais pas un manager tant que tu n'avais pas placé un combattant à l'UFC. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Ouais, Donc ouais, en ouais. fait, pourquoi j'ai dit ça? Voilà, pourquoi j'ai dit ça? Je vais m'expliquer. Ta question est excellente et j'en crois à ton sourire que tu l'as bien préparé et c'est cool. Non, tu vas voir, ma réponse, ça va être extrêmement simple. En fait, le truc, c'est que tous les combattants veulent aller à l'UFC. C'est ce que tout le monde veut. Donc en fait, si tu es un manager qui ne travaille pas en relation avec l'UFC, tu sais que de toute façon, tu vas construire des mecs qui ensuite vont partir ailleurs pour aller à l'UFC. Parce qu'en fait, toi, tu n'es pas capable d'y emmener des combattants. Et ensuite, deuxième point, c'est que l'UFC, c'est l'endroit le plus gros, le plus énorme. Enfin, tu vois, c'est la Champions League. Donc, tant que tu n'as pas mis les pieds en Champions League, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et surtout, tu n'as pas acquis en fait les connaissances pour être capable d'y rentrer un combattant. Parce qu'en fait, finalement, rentrer un combattant à l'UFC, ça demande de comprendre le cheminement qui fait qu'un combattant est bankable pour l'UFC. Tu vois, en fait, je l'ai compris à ma façon dont j'ai emmené Fares à l'UFC. J'ai emmené Benoît à l'UFC presque de la même façon, en fait. Bon, Benoît, c'était plus incroyable parce qu'il l'a fait en un temps record. En plus de ça, il était invaincu. En plus de ça, bon, il avait une histoire avec l'armée, machin, etc. Mais tant que tu n'as pas emmené un combattant à l'UFC, bah, en fait, tu connais pas la Champions League, en fait. Tu comprends? Donc, tant que tu ne connais pas la Champions League, bah, c'est difficile de dire aux combattants, bah, tiens, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te faire progresser parce que toi, tu as le potentiel pour aller à l'UFC. Oui, tu as peut-être le potentiel pour aller à l'UFC, mais toi, tu n'as jamais emmené personne à l'UFC, tu comprends? Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, où j'expliquais que tant que tu n'as pas au moins fait ça, bah, c'est compliqué de se qualifier comme étant véritablement un manager. Parce que véritablement, c'est ce qui démarque un management standard d'un très bon management. Tu sais, moi, je vais te dire, euh, le jour où j'ai signé Fares à l'UFC, ce jour-là, pour moi, dans mon travail, tout a changé, hein. La façon dont les gens te considèrent, le respect que les gens te donnent. Tu sais, j'ai des gens que je connais un petit peu, que je côtoie vite fait comme ça par le MMA. Euh, Leur approche dans la façon de me parler a totalement changé le jour où tu commences à travailler avec l'UFC. En fait, c'est l'UFC, ça reste le Graal absolu. Et tant que tu n'as pas vécu ça, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. En fait, l'UFC, ça change tout. C'est Rien ne rivalise dans notre métier avec l'UFC. Super. Bah, écoute, c'était une réponse très objective. Merci. Et ensuite, Merci à toi. j'aimerais passer avec toi donc sur l'Ares 9. Bah, de toute façon, je pense qu'on aura peut-être le temps de refaire un JDF dessus. Juste, je sais pas si tu as écouté le podcast que j'ai fait avec Amine. Malheureusement, la dernière fois, on avait fait le JDF 3, on avait invité pas mal d'intervenants. Là, pour le coup, on devait avoir Damien Lapillus. Malheureusement, ça s'est pas fait. À mon grand regret, vraiment, j'aurais aimé le recevoir et qu'il puisse échanger avec nous sur ce combat.
Pourquoi je l'avais proposé à Damien? Parce que ben, je trouvais que c'était sympa de le faire venir, qu'il échange un peu avec toi, étant donné que ben, c'est Amin Ayoub, il fait partie de la Bulgarian Top Team. Je trouvais la petite opposition Ouais, assez sympa. ça aurait été cool. Bon, du coup, Ouais, j'ai ouais. fait le podcast avec Amine. Amine qui va combattre pour la ceinture. Est-ce que je dois te tirer mon chapeau pour avoir réussi à avoir ce combat? Là, on peut le dire, Non, pas du tout. Non? Non, 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 je vais t'expliquer. En fait, le chapeau, il faut le tirer à Amine, en fait. L'acteur principal de ce combat, c'est Amine. Parce qu'en fait, on aurait pu mettre Damien Lapillus pour la ceinture contre quelqu'un d'autre. Mhm. Mais là, il fait la ceinture contre Amine. Donc ça montre bien qu'en fait, la ceinture, elle est là pour Amine. Elle a été construite pour Amine. Parce que Amine, normalement, en ayant perdu, n'a rien à faire ici. Et pourtant, Tout à Arest fait. a souhaité mettre. Oui, Ouais, j'allais dire vas-y. justement, c'est la politique d'Arès. On n'a pas le droit normalement d'être sur un combat pour le titre. Est-ce que tu penses pas que vu l'engouement qu'il y avait eu, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a j'ai vu que tout le monde était dépassé en fait par l'ampleur de ce combat, de la confrontation qu'il y avait entre les deux, que ce soit pendant la pesée, le face-à-face qui a pas eu lieu malheureusement médiatiquement. Enfin, vraiment, il y a quelque chose autour de ce combat. C'est une grosse rivalité, encore plus que Abdul Karlamoussou. Là, je trouve qu'il y a en plus ce côté, ils sont pas du tout de la même team, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, pour toi, Bien sûr. les clés de la rivalité qu'il y a entre les deux? Bah, en fait, si tu veux, ça n'a rien à voir avec le combat entre Karl Moussou et Abdul, dans le sens où Abdul et Karl, en gros, ce sont deux gentlemen qui n'avaient pas de passif ou de raison de ne pas s'entendre. Donc, en fait, il n'y avait pas une rivalité. En fait, la rivalité était uniquement sportive, tu vois. Ouais. Sauf que dans le cadre du combat entre Amin Ayoub et Damien Lapillus, je pense qu'on peut dire sans se tromper que les deux combattants se détestent. Ils se détestent, mais profondément. Les raisons de cette détestation, il faudrait les poser aux deux acteurs, parce que sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut sentir qu'il y a une vraie animosité, et c'est quelque chose de sincère, c'est pas quelque chose qui est construit. On sent que vraiment les deux gars ne peuvent pas se voir. Donc voilà. Maintenant, j'ai beaucoup apprécié la question précédente que tu m'as posée avec un petit sourire en coin. Et du coup, à mon tour, je vais te poser une question avec un petit sourire en coin. Ma question sera, j'ai cru comprendre que tu souhaitais inviter Damien Lapillus pour faire un espèce de face-à-face avec Amine lors de ton podcast. Ma question est donc la suivante. Pourrais-tu nous expliquer les raisons pour lesquelles Damien Lapillus n'a pas assisté à ce podcast? Ben, non, j'allais dire, j'invite les gens à aller écouter le podcast que j'ai fait avec Amine. Il en a bien parlé. Ben, en fait, j'ai montré, on va dire, ouais, mon camp, enfin, mon camp ou de l'affection pour Amine. Alors, en fait, je remets les choses dans leur contexte. Euh, Amine, ben, du coup, je l'ai rencontré avec toi à l'UFC Paris. On a passé un très, très bon moment. Et suite à ça, il y a une publication de Ares où ils demandaient de choisir leur camp. Et en fait, moi, j'allais choisir mon camp et j'allais même dire les deux, en fait. Je voulais montrer mon soutien parce que j'aime beaucoup Damien Lapillus aussi. J'ai pas vraiment plus un camp qu'un autre. Suite à ça, ben, Damien, en fait, a vu le post. J'ai reçu d'autres messages de plusieurs combattants du MMA Factory qui m'ont dit, ouais, bon, ben, un peu de déception d'avoir montré mon côté pour Amine. Mais j'ai même pas eu le temps de partager un autre post pour dire, ben, je suis aussi Damien Lapillus, que ben, Damien m'a dit, je décline ton invitation. J'ai été déçu, Mhm. je le dis ouvertement, j'ai été déçu et en fait, moi, comme j'ai dit à Amine, je suis autant pour l'un que pour l'autre. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une belle opposition, c'est un beau fight qu'il va avoir et ça fait avancer le MMA et pour moi, c'est le plus important, tu vois. Donc, On est voilà. d'accord. Donc, en fait, c'est parce que j'ai montré que j'étais pour Amine,
J'ai fait des interviews de Damien Lapillus, d'ailleurs, vous pouvez le voir avant d'en faire de. Donc voilà, je suis autant, j'ai dit, j'ai pas à choisir de camp, mais sur ce moment-là, j'allais faire un peu de la com pour les deux, quoi. Voilà, j'aurais dû rester neutre, en D'accord. fait. J'aurais dû rester neutre, on me l'a reproché, et c'est pour ça que malheureusement, Damien n'est pas avec nous. Ok. Et qu'en penses-tu de ça? Ben, j'en pense En fait, je me mets à sa place. Je pense qu'il a raison parce que peut-être il peut se dire, bah, il va me poser des questions un peu subtiles, il va me poser des questions pièges. Ça, je peux le comprendre. Mais, euh, mais si on cherche à comprendre, ben, au final, c'est sportif, quoi. Il y a pas, voilà, je trouve ça peut-être un peu regrettable, mais après, j'en pense que c'est de la déception parce que c'est pour faire avancer le game, quoi. C'est plus ça, tu vois. D'accord, Je te d'accord. retourne la question, t'en penses quoi, toi? Voilà, moi, je suis pas un média. À l'époque, vu qu'on parle de ça, il y avait des médias qui étaient plus pro BTT, plus pro MMA Factory. Moi, si vous regardez mon podcast, ma chaîne YouTube, il y a des interviews de combattants qui viennent de toutes les teams. Donc, Mhm. moi, je donne pas plus de la force à quelqu'un, à un combattant ou qu'à une team. Voilà, c'est en fonction du moment, du buzz, de, de la hype. Donc là, pour le Ah coup, ouais. il est sur ce combat. Je voulais recevoir les deux. C'était mon petit défi. Ça s'est pas fait du côté Damien, mais c'est pas grave, hein, je n'en veux pas. Ouais, je comprends. Bah, pour répondre à ta question, tu m'as demandé moi ce que j'en pensais. Moi, je trouve que on va trop loin en fait dans ces trucs-là. On fait trop de chichi, on fait trop de manières. Le truc, c'est qu'en toute franchise, tu as le droit de préférer Amine. Et quand bien même tu préfères Amine, si c'était le cas, quel est le problème en fait concrètement? Ça t'empêche pas de bien faire ton travail, de le faire avec respect et avec sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Je te donne un exemple tout bête. Il y a un média qui vient de se créer, qui travaille très bien d'ailleurs, qui s'appelle Laser MMA. Tu vois, je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Bah, tu vois, Laser MMA, ce sont des anciens partenaires d'entraînement ou actuels, aussi ou actuels, de Damien Lapillus. Donc, par exemple, s'il y avait une demande d'interview d'Amine avec Laser MMA, on sait très bien qu'ils sont pro Lapillus. Et il n'y a aucun problème. Je dirais à Amine, vas-y, il n'y a aucun souci. L'important, c'est qu'on se respecte et qu'il n'y ait pas d'animosité. Si Amine, par exemple, s'il devait faire une interview avec la sueur, j'accepterais. Pourtant, la sueur, les mecs, ils sont toujours euh, au MMA Factory, ils font beaucoup d'interviews des mecs du MMA Factory, ce sont des Parisiens, ils passent beaucoup de temps ensemble, ils suivent Gann, etc. pendant les Fight Week, enfin, tu vois, ils se connaissent extrêmement bien. Donc, très certainement, ils sont pro Lapillus, ils préféreraient certainement plus que Lapillus gagne contre Amine. Je- Ils vont certainement dire que c'est pas vrai, mais on le sait, il y a des amitiés, tu vois, c'est comme ça. Mais même Mhm. si demain Amine devait faire une interview chez la sueur, il n'y a aucun problème. Les mecs sont très pros, ils vont poser des questions neutres, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve qu'on fait trop de chichi, on fait trop de manières, on cherche trop des histoires là où il n'y en a pas, on cherche trop des polémiques, des machins, des trucs, quoi, tu vois. En fait, le MMA, c'est simple. Euh, on deal, on s'entraîne, on se tape. En fait, ça devrait être juste ça. Et après, on va boire une bière ensemble, et point barre, ou un coca pour ceux qui boivent pas, comme moi, par exemple. En fait, le MMA, c'est simple en fin de compte. Mais finalement, on se le rend compliqué, en fait, tu vois, avec des faux principes, tu vois, je suis pas fan de ça, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on rende tous les choses un petit peu plus simples. Ça serait mieux pour tout le monde, quoi. Ouais, puis Donc en voilà. plus, je pense que ça aurait pu être attrayant, tu vois, pour les De auditeurs, ouf. pour les gens qui regardent. Bah, d'ailleurs, je dis pas ça que pour le dire pour moi, pour qu'ils viennent sur mon podcast à moi. J'étais déçu quand j'ai entendu que ça s'était pas fait sur la chaîne de La Sueur. La Sueur, quand ils mettent en place les face-à-face entre Carla Moussou et Abdul, c'était génial. J'ai entendu que ça n'avait pas été fait. J'ai trouvé ça dommage. Alors voilà, je veux juste que les gens Voilà. comprennent que je dis pas ça parce qu'il n'est pas venu sur mon podcast. Je trouve ça de manière générale que ça soit pas mis en place. Voilà. D'ailleurs, j'espère que ça sera fait sur ce combat-là. Voilà, donc comme je te disais, on connaît donc les amitiés entre la Mhm. Sueur et le MMA Factory. Ils travaillent ensemble, il n'y a pas de problème, c'est normal qu'ils s'apprécient, les gars. Mais donc, ça voudrait dire que sur le prochain combat de Ares, nous, on va refuser avec Amine d'aller faire le face-to-face avec Damien Lapillus parce qu'il y a une proximité entre la Sueur et le MMA Factory et donc Damien Lapillus. Mais absolument pas, c'est complètement con. On va y aller avec grand plaisir. On Mhm. est très heureux d'y aller, on est très heureux de rencontrer Damien. On a hâte de le voir et d'échanger avec lui.
super. Bah, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur cette carte. Là, on a juste parlé du main event. J'aimerais parler avec toi aussi ben, de là. Actuellement, il y a Morgan Charrière qui devait combattre demain soir. Ce soir? Demain Ouais. soir? Ce Ouais. soir, ce soir. Ce soir, c'était donc combat annulé. Moi, j'ai eu l'info par le média sur Instagram, La Transpiration, qu'il a relayé. Puis Mhm. ensuite, il me semble, La Sueur en a fait un podcast aussi. Voilà, je t'avais Ouais. pas. D'ailleurs, enfin, je t'avais pas vu t'exprimer encore qu'il y avait déjà les infos. Est-ce que donc moi, je vais te le demander moi-même. Pourquoi ce combat il a pas lieu? Et toi, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui bah, du relais d'information qui a été fait de la Transpi? Il me semble que la Transpi t'a dialogué avec. Je crois la sueur, ils ont eu les infos du Cage Warrior. Aujourd'hui, quelles sont les infos vraiment réelles? Et ce que tu penses de ce dilemme qu'il y a eu avec Morgan, son combat annulé, quoi. Ouais. Je commence par où? Je commence par les infos ou je commence par la situation en elle-même? Dis-moi ce que tu veux. Bah écoute, la situation elle-même. Et ensuite- Ok. La situation en elle-même est que notre Lascar en face avait 2 kilos, 2 kilos 100 très exactement en trop. J'étais un peu surpris, je l'ai vu faire un post et une story totalement idiote sur les réseaux en disant mon combat est annulé parce une rumeur court comme quoi j'avais 2 kilos de trop, mais ce n'est pas vrai, j'avais 1,8 kg. J'ai envie de lui répondre, mais qu'est-ce que t'es con, quoi, sérieux. Que t'es 1,8 kg ou que t'es 2 kilos, de toute façon, t'es pas professionnel, t'as pas respecté ta catégorie de poids. Dans ces cas-là, fais-toi discret plutôt que d'aller relayer des conneries comme ça, quoi, tu vois. Donc, effectivement, notre Lascar avait 2 kilos 100 en trop. Et en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a rendu très ronchon ce jour-là, c'est son attitude. En fait, il a dit mot pour mot, les mecs, j'ai 2 kilos de trop et je ne cutterai pas 1 gramme de plus. Donc en fait, je pense qu'il a Wow. bluffé en fait, en mode vous acceptez, on fait le combat, vous acceptez pas, on fait pas le combat. Tu vois? Sauf que moi, tu me connais un petit peu maintenant, on se connaît. euh, on ne bluffe pas en fait. Tu veux jouer comme ça, eh ben on va jouer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de combat, et puis c'est tout. Parce qu'après, tu sais, c'est toujours pareil. Les mecs, en fait, ils te prétextent le short notice. Mais au moment où on t'a proposé le combat, la date n'a pas changé. Tu savais que l'événement était dans tant de semaines. Donc toi, tu t'es engagé à faire le poids. C'est que tu savais que tu allais le faire. Donc tu ne peux pas me ressortir l'excuse du short notice étant donné qu'au moment où tu as signé le contrat, tu le savais la date, tu la connaissais en fait, tu vois. Donc ça, c'est totalement idiot selon moi. Donc attitude totalement contre-sportive, c'est-à-dire, bah voilà, en gros, vous acceptez ou sinon vous allez vous faire voir. C'était ces mots, hein. Donc on a refusé. Voilà, je j'ai pas accepté et j'en prends la responsabilité. C'est moi qui n'a pas voulu. Ouais, parce Et que Morgan aurait voulu. ouais, ouais. Ouais, ouais. Morgan aurait voulu, hein, ouais. Donc là, je vais me faire tomber dessus par tous les fans de Morgan et j'en suis désolé pour tous les fans de Morgan qui ont fait le déplacement et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais moi, mon travail en tant que manager, ça n'est pas juste de booker les combattants. Moi, mon travail, c'est aussi de prendre soin de mon combattant, de vérifier à ce qu'il soit dans les meilleures dispositions et surtout ne pas le mettre en danger. Le problème, en fait, est que Morgan est un guerrier, c'est un pirate et les pirates combattent peu importe les conditions. On aurait pu lui proposer un mec avec 20 kilos de plus qu'il l'aurait pris. On aurait pu lui dire qu'ils sont deux dans la cage, il aurait accepté. Mais le truc, c'est que moi, mon boulot, c'est de le protéger. Pour moi, les conditions n'étaient pas réunies. Le timing n'était pas le bon. On sort avec Morgan d'une période très compliquée où on a enchaîné 2 défaites, une grave blessure. Et en fait, on n'est pas là pour jouer, en fait, on n'est pas là pour s'amuser. Le MMA n'est pas notre hobby, en fait, tu vois, c'est notre travail et on se doit de travailler comme des professionnels. Donc voilà, j'ai pas voulu prendre de risques, j'en prends l'entière responsabilité. Et voilà. Donc oui, l'information effectivement est sortie. Bah tu sais, ça va vite. En fait, il y a toujours quelqu'un qui est ami avec quelqu'un, qui travaille avec quelqu'un, et tu vois.
Donc l'information effectivement est sortie. L'information, elle filtre toujours, elle fuite pardon toujours extrêmement vite. Il y a toujours quelqu'un qui travaille dans l'orga ou qui est ami avec un tel ou un tel. Donc l'information est sortie extrêmement vite, un peu trop vite même peut-être. Donc effectivement, j'ai été contacté par la transpiration qui m'a demandé est-ce que l'information était vraie. Et en fait, moi, j'ai pour habitude de répondre toujours à tous les médias. C'est-à-dire que j'ai jamais filtré, j'ai toujours pris le temps de répondre aux petits comme aux grands médias. Tu peux d'ailleurs en témoigner. À Ouais, l'époque, carrément. on a discuté, toi et moi, je prends toujours de mon temps à répondre à Ouais, tout le c'est vrai. monde. Voilà, à partir du moment où c'est fait dans le respect, etc. Donc, voilà, la Transpi m'a contacté en me disant qu'ils avaient eu l'information qu'eux. Et ouais, bah, j'ai confirmé parce que de toute façon, pourquoi est-ce que j'aurais dit non, ça n'est pas vrai? De toute façon, l'information aurait tombé 10 minutes plus tard, tu vois. Donc je leur ai confirmé que c'était vrai, effectivement. Donc oui, tu le disais, après, il y a eu un podcast de la sueur. Ouais. C'est vrai. Je l'ai écouté tout à l'heure, d'ailleurs, le podcast. Tu vois, je suis très rarement sur YouTube à écouter les podcasts et celui-ci, je l'ai écouté. Et, euh, et oui, effectivement, la personne de la sueur dit, d'après le Cage Warriors, on a eu l'information que, il paraît que, tu vois, mais il y aurait eu un moyen beaucoup plus simple d'affirmer tout, c'était de me contacter aussi, tu vois. Moi, j'aurais aussi expliqué la situation. J'ai été contacté par plein de médias et tous les médias qui m'ont contacté pourront tous pardon, te confirmer que je leur ai répondu. Il y a MMA Club qui m'a répondu, il y a aussi Ilyes, MKT qui m'a contacté, d'ailleurs qui m'a demandé de faire un podcast. Je lui ai expliqué que, et j'adore Ilyes, hein, vraiment génial dans son élocution, tout ça, j'aime beaucoup, Ouais, beaucoup ce très très gars. fort. Ouais, mais je lui ai expliqué que voilà, moi je préfère faire un podcast avec lui le jour de la victoire de Morgan et de parler de la victoire de Morgan plutôt que des raisons pour lesquelles on n'a pas fait le combat et surtout parler de ce guignol de Diaz qui est détestable en fait, et j'avais pas envie de passer de mon précieux temps à son sujet parce qu'il ne le méritait pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu trouves pas ça un peu bah, que c'est plutôt aux combattants d'annoncer ce genre de problème qu'il y a eu, tu vois? Quand le combat est annulé, est-ce que tu trouves ça mieux que c'est les médias qui l'annoncent ou que c'est le combattant lui-même? D'ailleurs, Morgan, il Bah a fait un post pas longtemps après, tu vois? Et j'ai trouvé ça dommage que c'est pas lui qui ouais l'annonce. ouais. T'en penses quoi, toi, de ça? Alors c'est vrai effectivement. Moi je pense qu'en priorité, il faudrait toujours que ce soit l'organisation qui en parle Déjà, ouais, dans un premier parce temps. que ouais, je pense. Donc je crois que le Cage Warrior ça fait très rapidement un post en expliquant que le combat n'aurait pas lieu. Je crois qu'ils ont mis le lien d'un article sur je ne sais quel média. Enfin voilà, j'ai vu ça passer. Comme tu le sais, je passe pas beaucoup de temps à regarder tout ce qui se dit sur Internet, etc. Mais j'ai vu ça passer. Euh, ouais, je pense qu'il serait bien de garder l'exclusivité à l'organisation, d'annoncer ça, ou aux combattants. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y a toujours quelqu'un dans l'organisation qui travaille et qui est proche d'un tel ou un tel. Il y a tout qui fuite dans les organisations de MMA, malheureusement. Guillaume, dernier sujet et pas des moindres. Je vais te mettre un peu dans la sauce. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un podcast très très intéressant avec Stéphane Fournier, Hatch, et Ok? où il parle Ouais. de Saladin. Et j'aimerais avoir ton avis sur ta vision justement d'un jeune combattant. Pourquoi je te demande ça à toi? Parce que je sais que tu manages des combattants au KSW. Je pense à Oumar Sy. Ouais. Toi, est-ce que tu as plus intérêt à garder Oumar Sy au KSW ou dès que l'UFC lui fera une proposition, tu le feras direct partir? Et ce que tu penses, toi, de Saladin, tu vois, en termes du point de vue que les gens veulent le voir à l'UFC et on a son management qui, derrière, disent non, nous, on prend le temps, on veut d'abord être établi, prendre les deux ceintures. D'ailleurs, je salue son courage qu'il a et la carrière qu'il est en train de faire parce que c'est grandiose. Donc voilà, je voulais ton avis un peu sur le sujet. Alors, juste, je vais te demander quelques précisions parce que j'ai pas eu la chance de regarder ce podcast. Tu disais, en fait, il reste
au KSW parce qu'il veut que Saladin soit plus établi. C'est ça que tu me dis? Alors, ben, moi, de ce que j'ai entendu, il y a des questions de salaire qu'en fait, j'avais entendu Saladin dire que il était très bien payé à l'heure actuelle au KSW. Donc, l'UFC, c'était pas fort. Enfin, bien sûr, c'est un objectif pour lui, mais que dans l'immédiat, il était très bien loti au KSW et qu'il voulait aussi s'établir. Qu'en gros, quand il irait à l'UFC, ça serait pour direct être limite dans le top 5 quoi, affronter les plus gros de la catégorie. Donc il y a eu D'accord. la question de la sécurité, de d'abord être établi, la question financière. Voilà. Ok. Alors, avant tout, je suis désolé, j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait du Cage Warriors que malgré que le combat de Morgan est annulé, il ne faut pas oublier que ce soir, il y a la petite Awa So du NR Fight qui combat. Et il ne faut pas l'oublier parce qu'elle fait partie de la BTT déjà d'une. Du NR, ce sont les gens qui la coachent, notamment Johnny Frachet, qui fait un travail absolument exceptionnel. Donc le combat est certainement dans 2 heures. Donc voilà, je regarderai ça et j'espère que tout va bien se passer pour ma petite Awa. Deuxièmement, tu parlais du KSW, donc des gars que je peux manager au KSW, notamment Oumar Sy, effectivement. Il y a aussi Yann Lias, on n'en parle pas assez, il est à 8-1, c'est un luxembourgeois de la BTT qui combattra donc la semaine prochaine au KSW. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, je peux revenir à notre sujet principal et te dire que, alors, si on part du principe où Saladin Parnasse, et je te remercie pas pour ta question, si on part du principe où Saladin Parnasse manque de, comment dirais-je, a besoin de s'étoffer un petit peu plus, euh, a besoin de plus d'expérience, etc., j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça, c'est que les coachs qui peuvent le savoir. Est-ce qu'il est prêt ou pas prêt? D'accord? Maintenant, si on parle de l'aspect financier, je te contredis ça totalement et avec un argument qui est très rapide. Je vais reprendre un des sujets qu'on avait au début du podcast. Toi, moi, tu m'as dit que Benoît Saint-Denis avait gagné de grande manière à l'UFC Paris. Et en plus de ça, il a pris le bonus. Ce qui veut donc dire que Benoît Saint-Denis après, a pris une somme entre 50 et 100 000 dollars à l'UFC Paris. Tu vois? Donc, juste avec Ouais. cet argument, je vais t'envoyer d'un revers de la main l'argument du financier au KSW, parce que en performant à l'UFC, même avec un premier contrat, comme tu peux le voir, Benoît Saint-Denis gagne extrêmement bien sa vie. Mais il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que les primes de Benoît Saint-Denis à l'UFC, c'est une infime partie de ce qu'il gagne véritablement avec le sponsoring. Parce que dès lors que tu signes à l'UFC, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour ta question avec le management, quand j'ai dit qu'on n'était pas vraiment manager tant qu'on n'avait pas signé à l'UFC. Bah, c'est aussi une des choses que tu remarqueras, c'est que quand tu signes un combattant à l'UFC, sa vie change totalement. C'est-à-dire que tu passes d'une période où tu dois aller vers les gens pour leur demander un sponsoring à un moment où ce sont les gens qui viennent vers toi pour te sponsoriser. Donc en fait, c'est-à-dire que tes majeurs revenus financiers viennent du sponsoring et non pas des primes de combat, tu vois. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc du coup, l'argument du financier au KSW, comme je te dis, j'y crois moyennement parce que Mhm. Benoît a gagné entre 50 et 100 000 sur son combat à l'UFC, tu vois, avec un premier contrat. Donc tu comprends que ça ne tient pas. Et en plus, bah, comme je te dis, l'aspect sponsoring quand tu es à l'UFC, c'est juste phénoménal, tu vois. Tu as beaucoup de convoitises. Donc c'est la raison pour laquelle, pour répondre à une de tes questions, moi, si je dois choisir entre garder mes gars au KSW, par exemple, comme Oumar, Mhm. ou partir à l'UFC, mais en fait, la question, elle ne se pose même pas. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au moment où je te parle, avec Oumar, on veut fuir. C'est pas qu'on veut partir, on veut fuir du KSW. On veut absolument fuir le plus vite possible pour partir à l'UFC. Voilà, tout simplement. Oumar pouvait partir à l'UFC. Il s'est retrouvé bloqué par le KSW, malheureusement.
mais c'est un objectif qu'on a. C'est pas du tout de s'éterniser au KSW. Le KSW, toutes les semaines, nous approche pour faire des prolongations de contrat. Mais aujourd'hui, nous, en ce qui nous concerne, je peux parler que en mon nom, hein, rester au KSW, ça n'est pas du tout un objectif. L'objectif, de toute façon, et je le pense, de tout combattant, c'est de toute façon aller un jour à l'UFC, de toute façon. Et en parlant d'Oumar, il y a une petite news là qui vient de sortir. Il a annoncé il y a un fight de bouquet. Est-ce qu'on peut avoir Ouais, effectivement. est-ce qu'on peut avoir l'exclu? Bah, ce que je peux te dire, moi, en exclu, qu'il n'en est plus une parce qu'il l'a donné, c'est la Ouais. date du 17 décembre. Ouais, il vous laisse sur cette carte. Maintenant, ah ouais, il y a un fight énorme sur cette carte. Le main event sera absolument incroyable. Ça va être un gros événement. Maintenant, on attend confirmation cette semaine de l'adversaire. J'espère qu'il va accepter. C'est l'adversaire parfait pour Oumar, c'est le timing parfait, il a le classement parfait, tout est parfait pour ce combat. Donc voilà, j'espère pouvoir t'officialiser tout ça la semaine prochaine. Super. Bah écoute, Guillaume, je pense on a fait pas mal le tour. On revient Ouais, très vite pour un nouveau JDF. On aura encore pas mal de choses à dire. Là, je viens de voir qu'il y a Kevin Ruhart aussi au Brave. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a Ares 10 aussi. Enfin, il va y avoir pas mal de choses encore à dire dans les semaines à venir. Euh, Est-ce que je peux me permettre de te demander pour l'UFC 280, d'avoir ton pronostic pour le main event? Ouais. Charles Oliveira, Islam Makhachev. J'ai demandé à beaucoup de personnes du MMA leur pronostic. J'aimerais vraiment avoir le tien. Si tu as encore 5 minutes à m'accorder pour cette carte qui va être la carte de l'année à l'UFC, on peut pas ne pas en parler. Je pense j'en que le ai, podcast sortira à ce moment-là, en plus, un petit peu avant. bien Je sûr, j'ai peux te beaucoup dire tous plus les que. combats. Je peux te dire tous les combats si tu veux. Ok. J'étais en train de regarder justement au moment où je te parle, c'est Ouais, pour ça. t'as Islam Est-ce que je... Makhachev avec Charles Ouais, Oliveira. T'as TJ Dillashaw avec Aljamain Sterling. Tu as Petr Yan et Sean O'Malley et Cocorico, Manon Fiorot vs Kathleen Choukagian. Là, on peut dire qu'on est sur du très très serré là. ouais, tout à fait. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que Islam Makhachev va gagner. Ouais. Même si j'aurais préféré que ce soit Charles Oliveira, en toute franchise, Islam Makhachev va gagner. Je connais cette école russe plutôt pas mal et je crains que les armes de Charles Oliveira soient totalement inoffensives face à un Islam Makhachev en pleine forme. Donc, sans aucun doute, je te mets Islam Makhachev. Ok, ça va. Voilà. Sterling contre Dillashaw. Alors, je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Dillashaw en plus. Dillashaw, son dernier combat, c'était face à Corey Sandhagen. Il a fait 5 rounds. Il Ouais, sort d'une opération. Je sais qu'il s'est fait opérer du genou. Il est en forme quand c'est même. ça, ça Il est fait en plus d'un forme. an. Ouais, le Ouais, mais combat. regarde, ça fait plus d'un an et avant ça, il n'avait pas combattu pendant 2 ans, ce qui veut Ouais, dire que depuis parce qu'il 2019, s'était fait choper pour euh, OPO. voilà, il n'a fait qu'un combat en fait depuis 2019. Et même si je ne suis pas du tout fan de Sterling, au vu du petit coup de pipeau qu'il nous a fait face à Peter Yan, je pense que Sterling peut gagner ce combat. Je pense sincèrement qu'il peut gagner ce combat. Ok. Et pour Voilà. Petr Yan, justement, face à Sean O'Malley? Peter Yan. Peter Yan va gagner et en plus, il va lui faire mal en plus. Ok. Et Manon Voilà. Fiorot vs Kathleen Choukagian. Est-ce que déjà, ça, c'est un combat qui t'intéresse à regarder? Est-ce que tu vas le regarder, ce combat? Ouais, ouais, grave. En fait, je crois que Manon, c'est certainement de tête une des seules filles que je regarde combattre pour la bonne et unique raison, c'est qu'elle ne combat pas comme une fille, en fait. C'est un animal, en fait. Elle fait mal, en fait. Elle fait mal, elle est impressionnante, elle est mal intentionnée, elle frappe fort. J'aime beaucoup la façon de combattre de Manon et pour le coup, elle est très impressionnante et très jolie à regarder combattre. Donc ouais, ouais, moi, c'est des combats qui m'intéressent à regarder.
Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne connais pas très bien son adversaire. Tu vois, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de faire le faux connaisseur. Et quoi qu'il arrive, bien évidemment, je serai du côté de Manon Fiorot parce que on a besoin que les Français gagnent, représentent et aillent très loin à l'UFC. Donc, quoi qu'il arrive pour Manon. Mais, euh, mais de toute façon, sans connaître son adversaire, je lui prédis une très mauvaise soirée à son adversaire parce que je crois que Manon, elle serait même capable de combattre chez les hommes, quoi. Elle fait tellement mal, c'est impressionnant, quoi. Elle est vraiment impressionnante. Tu sens qu'à chaque frappe, elle veut t'arracher la tête, en fait. Elle n'est pas là pour marquer des points, quoi. Ah, c'est clair, Mm, c'est mm. clair. Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que je clôture le podcast? Quelque chose que j'aurais Ouais, j'ai un oublié, truc qu'on à a rajouter. oublié? Vas-y, je t'en prie. J'ai un truc à rajouter qui est très important, c'est quelque chose que tu as oublié. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je te remercie beaucoup, encore une Waouh. fois, pour l'invitation. Parce que c'est très important. Non, 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 c'est vraiment bien d'avoir des personnes qui parlent de l'actualité et aussi d'avoir d'autres personnes qui parlent de l'actualité. Hmm. C'est important d'avoir aussi les avis de tout le monde. Je sais que tu fais beaucoup d'interviews, etc. Et on a besoin que les gens motivés le restent. C'est très important. Donc continue comme ça, ne change rien et on se revoit très très vite. Merci Guillaume. Merci à vous qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker, ça nous donne beaucoup de force. Mettez des commentaires de personnes que vous voulez qu'on invite dans le podcast. Nous, c'est toujours un plaisir. On est OP à recevoir tout le monde du MMA français. Voilà, on est réunis pour partager ben, cette passion qui nous réunit tous et pour faire avancer le MMA. Donc, moi, je te remercie aussi, Guillaume, encore une fois, pour le temps que tu m'accordes, pour la force que tu me donnes. Et puis, je te dis à très Plaisir. bientôt pour le JDF épisode 5.